tout le monde. Donc, je m'appelle Marthe Poisa, comme l'a présenté Marine. Je suis très contente d'être là ce matin pour cette première édition des Journées de l'ADA. Je trouve que c'est un beau projet. Je suis ravie de le soutenir à mon petit niveau, parce que je suis donc directrice artistique à Paris. J'arrive tout juste, d'où le retard. Et je ne suis pas spécialiste du portrait. Mais Marine, ayant partagé mon cursus à l'école Penningen, donc école de direction artistique, d'architecture d'intérieur, connaît mon goût pour cet art du portrait. Et c'est pour ça qu'elle m'a demandé de mener cet entretien. Voilà, donc pour me présenter un peu mon travail, je suis directrice artistique majoritairement dans le secteur de la production, post-production de films publicitaires, en particulier de parfums, mais aussi les longs métrages, les films d'animation pour une société du groupe Technicolor. Voilà, donc le plan, pour ceux qui aiment les plans, c'est voilà, les questions que je me suis posée, c'est le portrait, dans l'évolution du portrait, qu'est-ce qui est intéressant de retenir. Alors ce sera un petit échantillon, parce que ça sort de mon apprentissage personnel, de mon expérience personnelle, et puis de faits historiques facilement repérables dans les livres d'histoire. Voilà, c'est un petit échantillon qui m'a semblé intéressant de vous présenter. Donc quand on ouvre nos dictionnaires à la page du portrait, la définition la plus sommaire du portrait, c'est une image qui représente une personne et qui doit être ressemblante. Alors ça, j'aime bien remettre un petit peu en question cette définition. Est-ce que le portrait a toujours existé ? Est-ce qu'il a toujours eu pour but d'être ressemblant ? Est-ce qu'il y a des codes à respecter pour faire un portrait dans les normes ? Dans quelle mesure on peut s'éloigner de ces codes ? Voilà, c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Tout en sachant que voilà, le portrait, c'est une personne, donc ça ne s'applique pas, on ne peut pas dire un portrait d'un animal, par exemple, même s'ils sont assez souvent présents dans les tableaux. Les animaux sont là comme une annexe un petit peu de la personne qui est représentée, mais jamais comme le sujet en lui-même du portrait. C'est une annexe qui représente le caractère, qui vient alimenter l'image qu'on a de la personne. Voilà, un autoportrait quand la personne est représentée est l'auteur, un portrait de groupe quand il y a plusieurs personnes. Voilà, il y a plusieurs alternatives au mot portrait. On dit que le portrait a été imaginé à l'origine par ambition de rendre les absents présents. Ça, c'est intéressant. Donc, notre conférence s'articulera en deux parties. La première sera un petit aperçu de l'histoire et de l'évolution du portrait. Et en deuxième partie, on s'intéressera plus précisément donc, au sujet de la ressemblance dans l'art du portrait. Là, vous avez, voilà, c'était pour la petite présentation, deux portraits que j'avais faits il n'y a pas si longtemps que ça, qui sont exposés dans le couloir. Donc notre première partie sur l'histoire. Parce que les racines du portrait, quand on fait des recherches, on voit que ça a toujours existé, dès la préhistoire. Malheureusement, on a peu de traces de portraits à la préhistoire. Je n'ai pas pu vraiment les représenter ici. Et puis, quand on se renseigne dans les civilisations antiques, on voit qu'il y avait beaucoup de représentations déjà du visage de différentes manières. Souvent, c'était les dirigeants et les dieux qui étaient représentés dans des portraits très stylisés. Donc, comme vous le voyez là, on trouve parfois des pépites, quoi, parce que bon, là, ce qui est rigolo, c'est qu'on voit les codes des portraits antiques. Voilà, c'est des grands yeux, un nez très fin, une bouche pulpeuse, fine. Et ça, c'est des codes qui ont été repris bien plus tard par des gens comme Walt Disney, ces codes du portrait-là. Voilà. Mais la plupart du temps, les portraits sont des effigies. Ils sont gravés sur la pierre, l'argile ou le métal. Et en fait, avant la Renaissance, on trouve principalement des effigies.
qui sont représentées de profil, comme celles gravées sur les pièces de monnaie qu'on voit là. C'est à la Renaissance seulement qu'on exige de l'artiste qui veut faire un portrait qu'il soit ressemblant, qu'il reflète la singularité de la personne et aussi le rapport avec l'artiste qui le dessine. Ce n'est pas avant la Renaissance. Donc voilà, on a un portrait du peintre primitif allemand Van Eyck. Pour faire un petit encart sur les portraits officiels, ce sont des éléments de communication politique. Là, le but n'est pas du tout c'est des codes esthétiques très précis. Le roi Jean II le Bon que vous voyez là, ça a été le premier roi de France à se faire portraiturer. Et ce qui est important de comprendre au niveau des portraits officiels, c'est que les messages codés du pouvoir priment donc sur le besoin absolu de ressemblance avec les personnes. C'est pas pour rien que quand un chef politique tombe, on détruit toutes ses effigies. C'est parce qu'ils sont représentatifs de tous les codes de son pouvoir. Donc c'est un vrai pouvoir de propagande qu'on accorde aux portraits officiels. Et par exemple, sous le règne de l'empereur Auguste, qu'on voit là, ces effigies sont soumises vraiment à des codes qui sont poussés jusqu'à la répartition des mèches de cheveux sur son crâne. Tout veut dire quelque chose, quoi. Voilà. Et puis en Europe, au XVe siècle, à l'époque où le pouvoir royal augmente, on fait appel aux plus grands artistes pour élaborer les portraits du roi. Et il faut qu'il ait un corps qui le montre comme apte au pouvoir, qui ait l'air fort, déterminé, impassible. Donc on le dessine aussi selon des dizaines de codes et pas selon des codes de ressemblance. Voilà. Du coup, on comprend bien, surtout avec ces portraits officiels, que chaque portrait qu'on regarde doit être, avant d'être jugé, replacé dans son histoire, et l'artiste aussi. On ne peut pas dire ah, « c'est moche », c'est intéressant de se renseigner sur ce que ça veut dire. Alors, il arrive souvent qu'un critique d'art ou un conférencier dans un musée puisse isoler un cadre dans une peinture de bataille et dire « c'est un portrait ». Ça, c'est pour indiquer que le personnage qui s'y trouve est connu. Souvent, c'est l'artiste ou le commanditaire de l'œuvre. Et dans ces cas-là, quand l'artiste se représente ou représente le commanditaire de l'œuvre dans son portrait, dans son image, on appelle ça un portrait contextuel. Donc là, on en a un. Typiquement, là, encore de Van Eyck. Faut savoir qu'au départ, la peinture était principalement religieuse et que du coup, en tant que telle, elle bénéficiait de donateurs, de généreux donateurs. Et l'artiste n'hésitait pas à les insérer dans la toile par signe de respect et pour qu'ils entrent eux aussi dans l'histoire. Donc là, c'est la représentation de la Vierge. Et la personne que vous voyez en prière devant la Vierge, c'est le donateur. Et on voit que l'artiste a un grand respect, en tout cas montre un grand respect dans son œuvre pour lui. On voit que, selon les codes de l'époque, c'est-à-dire que le visage est en tension, les veines sont apparentes, le regard est tendu vers la Vierge, le vêtement est d'une grande finesse. Voilà. Alors j'ai un exemple aussi de portrait officiel qui date du XVIe siècle, et c'est le portrait du philosophe humaniste Erasme. Et donc c'est un portrait qui est codé lui aussi. Alors pourquoi il est codé ? Qu'est-ce qu'il faut décrypter dans ce portrait ? En fait, la première chose qu'on regarde dans un visage, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, c'est les yeux. Le regard nous fixe le regard. Et là, quand on regarde Erasme, il a les yeux baissés. Ça nous invite à suivre son regard. Et en fait, il y a toute une ligne qui suit la ligne du regard, puis du nez, puis du crayon, de la main. Et en fait, on arrive à l'essentiel de ce tableau, qui sont les écrits du philosophe. Ça va, vous suivez ? Voilà. Donc, au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, les portraits prennent beaucoup plus d'importance. En fait, la société est de plus en plus dominée par les bourgeois, et les bourgeois aiment bien être peints.
Ils aiment bien être peints dans des vêtements luxueux avec des symboles de richesse et de pouvoir. Ça les aidait à affirmer leur autorité. Donc, comme peintres qui ont vraiment excellé dans cet art du portrait bourgeois, on a Rubens, à nouveau Van Eyck. Et le portrait de famille qu'on voit là, c'est typique parce que il a aussi c'est pas seulement un portrait de famille comme on pourrait voir une photo de famille aujourd'hui. Il a une signification moralisatrice en fait, ce tableau. C'est la famille de Cornelis de Vos. Ça a été peint en 1630. Et en fait, la pomme rouge qu'on voit dans les mains du bébé est une référence à la fécondité et à l'éthique matrimoniale qui est axée sur la procréation. Et donc ça, c'est typique de la bourgeoisie du XVIIe. Alors, en fait, il y avait en France au XVIe siècle, l'Académie royale de peinture et de sculpture avait fait de la peinture du portrait un genre inférieur aux portraits d'histoire, aux scènes de guerre, aux scènes historiques ou religieuses. Le portrait n'avait pas autant de prix que les grands sujets religieux ou politiques. Et du coup, les meilleurs artistes s'étaient détournés de l'art du portrait jusqu'à la fin du siècle. Et ils se consacraient plutôt à des ouvrages d'imagination qui n'avaient pas grand besoin de ressemblance. Et dans cette époque-là, il y a quelques exceptions, comme Fragonard, qu'on voit là, qui cultivait cet art du portrait. Vigée Lebrun ou David. Et à la dissolution de l'Académie royale de peinture et de sculpture, les techniques de grands maîtres ont un petit peu disparu du coup sur l'art du portrait. Et le peintre David était le dernier, en tout cas décrit comme le dernier détenteur des vrais codes du portrait classique, des traditions picturales. Les impressionnistes comme Monet, Degas, Renoir, ils ont cultivé ensuite cette vision du portrait comme un petit peu inférieure. Eux, ils préféraient faire des expérimentations graphiques. Et c'est comme ça qu'ils voient la peinture. Donc dans cette vision-là, on a Pablo Picasso, par excellence, qui s'affranchit vraiment des contraintes de ressemblance visuelle. Et donc Pablo Picasso, il peint de nombreux portraits, plusieurs portraits cubistes. Le modèle est à peine reconnaissable. Là, c'est un autoportrait, c'est pas très valorisant. Et ça, on voit vraiment que c'est un choix qu'il avait fait parce que lui avait vraiment un talent et une connaissance dans l'art plus classique, plus codifié du portrait. Ça, c'est un portrait de lui aussi. Vous voyez la différence on voit bien que c'est un choix radical. Et encore plus avant, ça c'est quand il était jeune, le portrait de sa mère. Alors un artiste qui allie à la fois l'expérimentation graphique et l'art plus classique du portrait, c'est Klimt pour moi par excellence. Là c'est vraiment une alliance des deux. Donc là on a le portrait d'Adèle Bloch-Bauer qui date de 1907, une toile à la gloire de la femme, de la beauté féminine. Et l'or qui est partout permet au regard de fixer le regard d'Adèle. L'or aide à rendre finalement ce portrait qui est petit dans la toile en proportion le plus important. Voilà. Donc, quand la photographie fait son apparition, l'art du portrait en peinture décline. Évidemment, puisque la photo lui fait concurrence. C'est beaucoup plus simple, elle satisfait le goût pour une représentation ressemblante. Ça ne demande plus une copie parfaite qui prend des heures, ça coûte beaucoup moins cher. Et voilà, ça se transmet plus facilement, ça se conserve mieux. Du coup, c'est la forme de portrait la plus courante en fait et la plus diffusée, surtout par les intermédiaires des médias et de l'impression. Donc voilà pour le petit aperçu historique du portrait. Ça, vous avez vu, c'est des échantillons, hein, on balaye un peu les siècles. Et j'avais bien envie d'ouvrir la réflexion à partir de ces infos historiques sur le sujet de la ressemblance. Est-ce qu'il y a des normes à respecter qui auraient été héritées de l'histoire du portrait pour réussir nos dessins, parce que c'est un peu le but? Est-ce qu'on a des petites astuces pour réussir mieux nos portraits?
Alors, quand on parle de ressemblance dans le portrait, on pense assez vite à Léonard de Vinci, qui avait tout codifié, qui avait donné des techniques mathématiques pour réussir un portrait. Et lui, il nous a laissé des écrits, c'est des carnets de notes qui étaient adressés aux enfants peintres. Je vous en lis un extrait. De même que pour monter au sommet d'un édifice, tu dois t'élever degré par degré, tu dois commencer par les particularités de chaque forme et ne pas passer à la seconde sans avoir bien retenu dans ta mémoire la première ni sans l'avoir pratiquée. Sinon, tu gaspilleras ton temps et en vérité, tu prolongeras grandement ta période d'étude. Souviens-toi d'acquérir la diligence plutôt que la facilité. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, c'est un peu avec Marine, c'est un peu l'école qu'on a pratiquée, ça, de d'abord commencer par les règles de perspective, les valeurs, un apprentissage très régulier du dessin, qui peut être assez, rébarbatif comme enseignement au début. Pendant 2 ans, on a vraiment appris le dessin selon des codes très classiques. Moi, ça m'a plu comme enseignement, je suis assez d'accord avec ça. Pour moi, c'est intéressant de connaître bien les codes du dessin avant de pouvoir justement les détourner, sortir du cadre. Voilà. Avant les expérimentations graphiques, comprendre l'art historique qui a été transmis. En plus, il y a une beauté culturelle de connaître l'héritage de génération de peintres en génération de peintres. Donc, ces artistes comme Léonard de Vinci ou Jean Cousin ont poussé les codes de proportion à un niveau supérieur. On le voit là dans ce croquis de Jean Cousin, où tout était calculé, et donc selon un idéal esthétique qui était en fait mathématique. Une tête est faite comme ça, avec telle proportion. C'est intéressant de se plonger dans ces schémas. On a dans ces exemples-là Charles Lebrun aussi qui parle de l'expression des visages. L'expression des visages, donc lui, je cite, « Donne à tes figures une attitude révélatrice des pensées que les personnages ont dans l'esprit, sinon ton art ne méritera point de louange. » Alors on voit bien que en fait, ça peut devenir assez vite caricatural. Donc on a des écrits aussi que j'avais envie de vous lire pour rendre compte du niveau d'exigence qu'on pouvait avoir à cette époque pour peindre un portrait dans les règles de l'art. C'est un extrait qui parle du choix de la bonne lumière, de la juste lumière pour peindre un portrait. Alors, je cite, « Si tu disposes d'une cour que tu peux à ton gré couvrir d'une tente de toile, la lumière sera excellente. Pour un portrait, peins-le par temps gris, au crépuscule, le modèle appuyé au mur de la cour. Observe dans la rue à la tombée du soir les visages des hommes et des femmes, quelle grâce et quelle douceur ils révèlent. Donc, ô peintre, aie une cour avec des murs noirs et un toit formant légèrement au vent. Elle mesurera 10 brasses de large, 20 de long, 10 de haut, et aux heures de soleil, déploie au-dessus d'elle la tente. Sinon, tu exécuteras ton portrait à la tombée du soir, quand il y a de la brume, car cette lumière-là est parfaite. » Exigeant, non ? Voilà. Alors, il y a une autre école du portrait dans laquelle les peintres estiment que tout l'intérêt du portrait, plutôt qu'une ressemblance calculée, c'est une ressemblance ressentie. Voilà. C'est vrai qu'assez vite, on comprend que la technique de Léonard de Vinci et de ses contemporains a ses limites, parce qu'on sait bien que chaque personne est unique, tout ne peut pas être calculé. Personne n'a le même visage. C'est pas comme peindre des paysages, à vrai dire, c'est infini de choisir le portrait. Alors, qu'est-ce qui est essentiel dans un individu et qui permet de le reconnaître ? Est-ce que ça peut se résumer à une seule image ? Donc ça, c'est la réflexion de Jean-Charles Blay. C'est un contemporain qui est artiste à Paris. Ça m'a intéressé d'exposer ces images-là parce que lui, il travaille beaucoup en série.
À partir d'un même visage, donc, il dessine dans un temps mesuré, et il va droit à l'essentiel, et pour justement voir ce qui apparaît en premier dans le visage, ce qui est caractéristique de la personne. Et là, il s'amuse avec aussi les initiales, vous avez vu, les oreilles, Catherine Bay. D'une autre époque, on a Joshua Reynolds, que j'aime bien, et lui, il dit que tous les objets que la nature nous propose découvrent à l'examen leurs tares et leurs défauts. Les plus belles formes ont leurs points faibles, leur mesquinerie, leurs imperfections. Ce n'est pas l'œil du premier venu qui les saisit. Donc peut-être que pour arriver justement à trouver la particularité de la personne qu'on dessine, il faut d'abord un apprentissage relatif des proportions du visage, des règles classiques du portrait. Alors, si je dois donner moi mon point de vue sur ces deux écoles-là, je pense qu'au-delà de la représentation de l'apparence d'un être humain, le portrait doit répondre à vraiment la volonté de retranscrire le caractère de la personne et ses émotions. Du coup, les problématiques du portrait vont bien au-delà de la ressemblance mathématique de Léonard de Vinci, pour moi. Bien au-delà d'un idéal esthétique. Et c'est là qu'il peut concurrencer la photographie. C'est en apportant cette touche de plus. Donc ça, c'est le désespéré de Courbet, et ça illustre très bien cette pensée-là. On a Paul Valéry aussi qui a écrit, ça c'est Berthe Morisot, qui a été peinte par Manet, et Paul Valéry a écrit à ce sujet-là, c'est à quoi j'en voulais venir, à ses yeux. Ils étaient presque trop vastes et si puissamment obscurs que Manet, dans plusieurs portraits qu'il fit d'elle, pour en fixer toute la force ténébreuse et magnétique, les a peints noirs, au lieu de verdâtres qu'ils étaient. Donc, en dessin, on sait bien que selon les coups de crayon, selon qu'on prend un HB ou un 9B, le portrait peut paraître plus agressif ou plus doux. Il y a plein de techniques de dessin comme ça pour retranscrire le caractère d'une personne. Alors j'ai juste une aparté sur l'art de la caricature, parce que c'est quand même relié au portrait. Donc ça, c'est un portrait qui accentue les traits caractéristiques d'une personne. Donc il va bien au-delà de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et voilà, ça vise à la ressemblance sans tous les codes mathématiques. On ne cherche pas à rapprocher le portrait d'un idéal en cherchant un bon angle de vue, une bonne lumière, la cour idéale pour dessiner le sujet. Mais au contraire, on cherche à mettre en valeur le particulier, le singulier. Donc c'est à vous de voir à quelle école vous vous identifiez, chacun. À vous de voir, ce qui vous intéresse dans le portrait, c'est le singulier, et seulement ça, comme dans la caricature. La dimension universelle du visage, on a tous des yeux, des oreilles, un nez, selon les codes de Léonard de Vinci ou Jean Cousin, ou entre les deux, respecter un certain héritage de l'art, de l'histoire de l'art, tout en détournant un petit peu les codes pour arriver au particulier. Voilà. Un beau portrait, pour moi, c'est un portrait qui allie le respect des proportions, qui témoigne en fait que la nature est très bien faite. C'est impressionnant de voir tous ces calculs. Donc un beau portrait, c'est un portrait qui allie ses proportions, ses justes proportions, et qui témoigne également que chaque être est unique. On a tous un grain de beauté, une fragilité, un handicap, quelque chose qui nous rend, qui fait notre unicité. Et ça m'intéresse. Donc pour moi, il y a une différence entre un très bon élève et un artiste, voilà, qui va au-delà qui trouve le juste équilibre en fait entre ces deux écoles, deux équilibres de représentation. Alors pour ça, on doit choisir avant de dessiner, toujours prendre un temps de recul et choisir son intention. Qu'est-ce que je veux mettre en valeur chez la personne ? Qu'est-ce qui m'intéresse dans son visage ? Est-ce que c'est dans sa globalité ? Ou est-ce que c'est un endroit particulier de son visage qui me touche, qui m'émeut ? Donc là, vous voyez, je ne connais pas la personne qui a peint ça, mais ça m'a marqué, enfin qui a dessiné ça pour le coup. Ça m'a marqué de voir que l'attention qu'il a portée au regard et la schématisation du reste.
C'est vraiment sur le regard qu'il s'est fixé. C'était son intention, c'est très clair, quoi. Voilà, donc j'ai une petite série de portraits que j'ai chopés à droite à gauche qui, je trouve, frisent avec l'équilibre parfait de ces deux écoles, entre les proportions très justes et la dimension plus émotive de l'artiste, de trouver le petit truc qui cloche la singularité de la personne. Je vous remercie.